Un samedi matin, la mère de Georges Bouillon dit à son fils: Je vais faire des courses au village. Sois sage et ne fais pas de bêtises. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas dire à un petit garçon, car cela lui donne aussitôt l'idée d'en faire. Et à 11 heures, n'oublie pas de donner sa potion à grand-mâ. Puis, elle sortit en refermant la porte. Grand-mâ, qui sommeillait dans son fauteuil près de la fenêtre, ouvrit un petit œil méchant. Tu as entendu ce que t'a dit ta mère, Georges? N'oublie pas ma potion. Non, grand-mâ. Et pour une fois, sois sage tant qu'elle n'est pas là. Oui, grand-mâ. Georges s'ennuyait à mourir. Il n'avait ni frère ni sœur. Son père était fermier, et comme la ferme était loin de tout, Georges n'avait pas d'amis avec qui jouer. Il en avait assez de contempler les cochons, les poules, les vaches et les moutons. Et surtout, il en avait par-dessus la tête de vivre dans la même maison que cette vieille ours mal léchée de grand-mâ. Passer son samedi matin à s'occuper d'elle ne le réjouissait guère. Prépare-moi une petite tasse de thé. Ça t'empêchera de faire des bêtises pendant un moment. Oui, grand-mâ. Georges n'y pouvait rien. Il détestait grand-mâ. C'était une vieille femme grincheuse et égoïste qui avait des dents jaunâtres et une petite bouche toute ridée comme le derrière d'un chien. Combien de cuillères de sucre dans ton thé aujourd'hui, grand-mâ? Une. Et n'ajoute pas de lait. La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et serviables, mais pas celle-là. Elle passait sa journée, toutes ses journées, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, et elle était tout le temps en train de se plaindre, de bougonner, de ronchonner, de râler et de pester sur tout et sur rien. Jamais, même dans ses bons jours, elle n'avait souri à Georges. Jamais elle ne lui avait dit « Bonjour, Georges. Comment ça va? » ni Si on jouait au jeu de loi. ni Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Elle ne s'intéressait qu'à elle. C'était une affreuse vieille mégère. Georges alla à la cuisine et prépara une tasse de thé avec un sachet. Il mit une cuillerée de sucre en poudre, remua et apporta la tasse dans la salle de séjour. Grand-mâ but une petite gorgée de thé. Il n'est pas assez sucré. Ajoute un peu de sucre. Georges ramena la tasse dans la cuisine et ajouta une autre cuillerée de sucre. Puis il remua et rapporta la tasse à grand-mâ. Où est la soucoupe? Je veux une soucoupe avec ma tasse. Georges partit chercher une soucoupe. Et la cuillère, s'il te plaît. J'ai remué pour toi, grand-mâ. J'ai bien remué. Merci bien. J'ai remis mon thé moi-même. Va me chercher une cuillère. Georges alla chercher la cuillère. Quand les parents de Georges étaient à la maison, grand-mâ ne se montrait jamais aussi capricieuse. Mais quand elle restait seule avec lui, elle le rudoyait sans cesse. Tu sais ce qui ne va pas chez toi? Tu grandis trop vite. Les garçons qui grandissent trop vite deviennent stupides et paresseux. Mais j'y peux rien, grand-mâ. Si tu peux. Grandir est une sale manie des enfants. Mais on doit grandir, grand-mâ. Si on ne grandit pas, on ne devient jamais une grande personne. C'est idiot, mon garçon. Idiot. Regarde-moi. Est-ce que je grandis, moi? Sûrement pas. Mais tu as grandi autrefois, grand-mâ. Un petit peu seulement. J'ai cessé de grandir quand j'étais toute petite. Et je me suis débarrassée ainsi de tous les vilains défauts des gosses. La paresse, la désobéissance, la gourmandise, la saleté, le désordre et la stupidité. En as-tu fait autant, toi? Je suis encore qu'un petit garçon, grand-mâ. Tu as 8 ans. Tu es assez vieux pour savoir ça. Si tu n'arrêtes pas de grandir, ce sera trop tard. Trop tard, pourquoi, grand-mâ? Question ridicule. Tu es déjà presque aussi grand que moi. Georges regarda attentivement grand-mâ. Elle était véritablement minuscule. Ses jambes étaient si courtes qu'il lui fallait un tabouret pour poser ses pieds, et sa tête n'arrivait qu'à la moitié du dossier de son fauteuil. Papa m'a dit que c'était bien pour un homme d'être grand. N'écoute pas ton papa. Écoute-moi. Mais comment faire pour ne plus grandir? Mange moins de chocolat. Le chocolat fait grandir? Il fait grandir dans la mauvaise direction. Vers le haut et non vers le bas. Grand-mâ but quelques gorgées de son thé sans quitter des yeux le petit garçon. Jamais vers le haut. Toujours vers le bas. Oui, grand-mâ. Il ne mange plus du chocolat. Mange plutôt du chou. Du chou? Oh
est bon pour toi. À partir de maintenant, tu mangeras du chou 3 fois par jour. Des montagnes de choux. Et tant mieux s'il y a des chenilles. Les chenilles rendent intelligent. Maman lave soigneusement les feuilles de chou. Maman est aussi idiote que toi. Le chou n'a aucun goût sans quelques chenilles bouillies, ni sans limaces. Des limaces? Oh non! Jamais je n'en mangerai. Moi, quand je vois une limace vivante sur une feuille de salade, je l'avale aussitôt, avant qu'elle ne s'enfuit. C'est délicieux. Elle pinça les lèvres et sa bouche devint une petite fente plissée. Délicieux. Les vers, les limaces, les punaises, les insectes. Je ne sais pas ce qui est bon. Tu plaisantes, grand-mère? Je ne plaisante jamais. Les scarabées sont peut-être encore meilleurs. Ils croustillent sous la dent. Grand-mère, c'est dégoûtant. La vieille mégère sourit en montrant ses dents jaunâtres. Quelquefois, avec un peu de chance, on découvre un hanneton entre deux feuilles de céleri. C'est ainsi que je les aime. Grand-mère, comment peux-tu? On découvre toutes sortes de bonnes choses dans le céleri rave. Parfois, des perce-oreilles. Ah, je ne veux plus écouter ces horreurs. Un grand perce-oreille. C'est vraiment un mets succulent. Mais il faut aller vite, mon petit, quand on en introduit un dans sa bouche. Il porte 2 pinces pointues à l'extrémité de son abdomen, et s'il t'attrape la langue, il ne la lâche plus. Alors, il faut le mordre. Crac, crac, avant que lui ne te morde. Georges se mit à filer vers la porte. Il voulait fuir loin de cette écœurante vieille femme. Tu essaies de t'enfuir, n'est-ce pas? Tu veux abandonner ta grand-mère? Près de la porte, le petit Georges fixait la vieille mégère. Elle le fixait, elle aussi. C'est peut-être une sorcière. Georges avait toujours pensé que les sorcières n'existaient que dans les contes de fées. Mais à présent, il n'en était pas sûr. Approche-toi, petit. Approche-toi. Et je te confierai des secrets. Georges ne bougea pas. Grand-mère non plus. Je connais de nombreux secrets. Approche-toi de grand-mère. Elle te chuchotera des secrets. Georges recula d'un pas, se rapprochant un peu plus de la porte. Tu ne dois pas avoir peur de ta vieille grand-mère. Georges fit un autre pas en arrière. Certains d'entre nous. Tout à coup, elle se pencha en avant et se mit à chuchoter d'une voix gutturale que Georges n'avait jamais entendue. Certains d'entre nous ont des pouvoirs magiques qui peuvent transformer les créatures humaines. Un picotement électrique parcourut la colonne vertébrale de Georges. Il commençait à avoir peur. Certains d'entre nous ont du feu au bout de la langue, des étincelles dans le ventre et des éclairs au bout des doigts. Certains connaissent des secrets qui te feraient dresser les cheveux sur la tête et jaillir les yeux hors des orbites. Georges voulait fuir, mais ses pieds semblaient collés au sol. Nous savons comment faire tomber les ongles et faire pousser les dents au bout des doigts. Georges tremblait. Ce qui l'effrayait le plus, c'était le visage de grand-mère, son sourire figé et ses yeux brillants qui ne sciaient pas. Nous savons ce qu'il faut faire pour que tu te réveilles un beau matin avec une longue queue par derrière. Grand-mère! Lugubre, où grouille, rampe et se tortille de sinistres bêtes molles. Georges fonça vers la porte. Tu peux toujours courir. Tu ne nous échapperas pas. Georges claqua la porte derrière lui et se réfugia dans la cuisine. Georges s'assit à la table de la cuisine. Il tremblait encore. Or, comme il détestait grand-mère, il haïssait vraiment cette horrible vieille sorcière. Et tout à coup, il eut terriblement envie de faire quelque chose.
Une chose énorme, une chose absolument terrifiante, une chose abominable, une véritable bombe. Il voulait chasser cette odeur de sorcellerie qui flottait autour de la mégère. Il n'avait que 8 ans, certes, mais c'était un courageux petit garçon. Il était prêt à défier la sorcière. Je ne vais pas me laisser terroriser. Mais il était bel et bien terrorisé. C'est pourquoi il voulait se débarrasser d'elle sur le champ. Enfin, pas tout à fait. Il voulait la secouer un peu. Exactement, la secouer. Mais qu'inventer d'énorme, de terrifiant, d'explosif. Il aurait bien mis un pétard sous le fauteuil, mais il n'avait pas de pétard. Il aurait bien aimé lui glisser un long serpent vert dans le cou, mais il n'avait pas de long serpent vert. Il aurait bien aimé lâcher 6 gros rats noirs dans la pièce où elle se trouvait, mais il n'avait pas 6 gros rats noirs. Georges réfléchissait à ce passionnant problème lorsque son regard tomba sur la potion brunâtre de grand-mât posée sur le buffet. Encore un sale truc. On glissait dans la bouche de grand-mât une cuillerée de ce médicament 4 fois par jour, mais il ne lui faisait aucun bien. Elle restait toujours aussi épouvantable. En principe, un médicament doit améliorer la santé des gens. S'il n'y réussit pas, il ne sert à rien. Je sais exactement ce que je vais faire. Je vais lui préparer une nouvelle potion. Une potion si forte, si violente et si fantastique qu'elle la guérira complètement ou lui fera sauter la cervelle. Je fabriquerai une potion magique. Un médicament qu'aucun médecin n'a inventé jusqu'à présent. Georges regarda l'horloge de la cuisine. Il était 10h05. Il avait presque 1 heure devant lui, puisque grand-mât devait prendre son médicament à 11h. Allons-y. Vive la potion magique! Une cuve, un coup, une punaise de bois, 2 gros escargots et 3 lézards gras, un serpent de mer tortillant, gluant, du jujubé, le jus du fruit, la poudre d'os, un marsupilami, et puis 1001 autres produits. Sentez-vous vraiment répugnant. Je remue, fais bouillir longtemps. Belle mixture en vérité. C'est prêt, bouchez-vous le nez et une cuillerée pour grand-mât. Allons, avale-moi ça. C'est bon, n'est-ce pas? Va-t-elle éclater, exploser, s'envoler par-dessus les toits, s'évanouir dans la fumée, pétiller comme du coca? Qui sait? En tout cas, pas moi. Ma chère grand-maman, si tu savais ce qui t'attend. Georges prit un énorme chaudron dans le placard de la cuisine et le posa sur la table. Georges, que fais-tu? Rien, grand-mât. Tu crois que je ne t'entends pas parce que tu as fermé la porte? Et ce bruit de casserole? Je range la cuisine, grand-mât. Puis, ce fut le silence. Georges savait bien ce qu'il allait faire pour préparer sa fameuse potion. Inutile de se casser la tête, c'était simple. Il mettrait tout ce qui lui tomberait sous la main. Pas d'hésitation, pas de question, pas d'embrouillamini pour savoir si un produit secourait ou non la vieille. Tout ce qu'il verrait de coulant, gluant ou poudreux, il le jetterait dans le chaudron. Ce serait la plus géniale potion du monde. Si elle ne guérissait pas vraiment grand-mât, elle produirait de toute façon un effet extraordinaire. Oh, quel beau spectacle en perspective. Georges décida de fouiller toutes les pièces de la maison une à une. Il irait d'abord dans la salle de bain. On y trouve toujours des produits amusants. Il monta l'escalier en portant l'énorme chaudron. Dans la salle de bain, il regarda d'un air de convoitise la fameuse et redoutable armoire à pharmacie. C'était le seul meuble de toute la maison que ses parents lui avaient interdit de toucher. Il en avait fait la promesse solennelle, il ne manquerait pas à sa parole. Certains médicaments peuvent tuer un bonhomme, lui avait dit sa mère. Malgré son envie de donner un sacré remontant à grand-mât, Georges ne voulait pas rester avec un cadavre sur les bras. Il posa le chaudron par terre et se mit à l'ouvrage. Tout d'abord, il trouva un flacon de shampoing cheveux gras. Il le vida dans le chaudron. Ça lui nettoiera gentiment l'estomac.
Il prit un tube de dentifrice et le pressa entièrement, faisant jaillir un long vermisseau. Ça fera peut-être briller ces horribles dents jaunâtres. Il y avait aussi une bombe de super mousse à raser appartenant à son père. Georges adorait jouer avec les bombes. Il appuya sur le bouton et la vida. Une magnifique montagne de mousse blanche s'éleva dans le chaudron. Avec les doigts, il vida le contenu d'un pot de crème de jour vitalisée. Suivit un flacon de vernis à ongles écarlate. Si le dentifrice ne nettoie pas ses dents, ceci les vernira en rose. Il découvrit ensuite un pot de crème dépilatoire. Sur l'étiquette, on lisait « Étendez la crème sur vos jambes, laissez agir 5 minutes ». Georges mit toute la crème dans le chaudron. Ensuite, un flacon rempli de liquide jaune. Lotion miracle antipelliculaire. Dans le chaudron. Brigadantine pour l'hygiène des dentiers. De la poudre blanche dans le chaudron elle aussi. Une deuxième bombe, déodorant corporel, garanti pour éliminer toutes les odeurs pendant 24 heures. Elle devra en utiliser beaucoup. Se dit Georges en vidant la bombe dans le chaudron. Puis un flacon de paraffine liquide. Il n'avait pas la moindre idée de ce que c'était, mais il le vida quand même. J'en ai fini avec la salle de bain. Dans la chambre de ses parents, sur la coiffeuse de sa mère, il découvrit avec joie une troisième bombe. Lac, vaporisez doucement à 30 cm de vos cheveux. Il vaporisa toute la bombe dans le chaudron. Il adorait jouer avec les aérosols. Un flacon de parfum, fleur de navet, qui sentait le vieux fromage. Au chaudron, le parfum. Au chaudron également, une grosse boîte ronde. Poudre porose. Il y avait une houppette. Pouf, la houppette. Elle porterait bonheur. 2 tubes de rouge à lèvres. Il retira les 2 bâtonnets rouges et graisseux et les ajouta à la mixture. La chambre à coucher ne présentant plus d'intérêt, Georges redescendit au rez-de-chaussée avec son énorme chaudron. Il trottina vers la buanderie où étaient rangés les produits de nettoyage. Le premier qu'il trouva fut un grand paquet de super blanc pour machine à laver automatique. La saleté s'en va comme par magie. Grand-ma était-elle ou non automatique? En tout cas, c'était sûrement une vieille femme sale. Il faut y mettre tout le paquet. Ensuite, une grande boîte d'encaustique parquet. Enlève les saletés, les souillures et les taches de votre sol et le rend brillant comme un miroir. Georges plongea la main dans la cire orange et vida la boîte. Puis, un petit paquet rond en carton de poudre insecticide pour chien. Attention, à éloigner de toute nourriture. Si le chien avale cette poudre, il risque d'exploser. Parfait. Sur l'étagère, un autre paquet. Nourriture pour canari. Ça fera chanter la vieille perruche. Ensuite, Georges fouina dans une boîte qui contenait des brosses et des chiffons et du cirage. La potion de grand-mère est brunâtre. Il faut que ma potion le soit également, sinon grand-mère saura qu'il y a anguille sous roche. Il décida donc pour colorer sa potion d'ajouter du cirage brun foncé. Splendide, une grosse boîte. Il la racla à l'aide d'une vieille cuillère. Dans le couloir qui menait à la cuisine, Georges aperçut une bouteille de gin sur un buffet. Grand-ma adorait le gin. On lui en donnait un petit doigt chaque soir. Aujourd'hui, elle aurait un extra. Toute la bouteille. Georges posa l'énorme chaudron sur la table de la cuisine, puis il se dirigea vers l'armoire qui servait de garde-manger. Les étagères débordaient de bouteilles et de pots de toutes sortes. Voici les ingrédients qu'il choisit et versa un à un. Une boîte de curry. Un verre de moutarde. Une bouteille de sauce chili extra forte. Une boîte de poivre noir. Une bouteille de sauce au réfort. Ouf, ça y est. C'est à ce moment-là que Georges eut une inspiration géniale. Les médicaments de l'armoire à pharmacie de la maison lui étaient interdits, certes, mais les médicaments que son père gardait dans un hangar près du poulailler, les remèdes pour animaux, étaient-ils interdits, eux? Personne ne lui avait défendu d'y toucher. Reprenons le problème. De la laque, de la mousse à raser et des tirages. Très bien. Ça fera tourner la vieille toupie. Mais il faut de vrais médicaments dans la potion magique. De vraies pilules, de vrais remontants pour lui donner du muscle et du tonus. Georges prit le lourd chaudron déjà rempli aux 3/4 et se dirigea vers la porte qui donnait sur la cour. Il fonça vers le hangar. Son père ne s'y trouvait pas, car il faisait les foins dans un pré. Georges
entra dans le vieux hangar poussiéreux et posa le chaudron sur un banc. Puis, il regarda l'étagère des médicaments. Il y avait 5 grandes bouteilles, 2 remplies de pilules et de dragées, 2 de liquide et 1 de poudre. Je les utiliserai toutes. Grand-mère en a besoin. Rudement besoin même. La première bouteille contenait une poudre orange. Sur l'étiquette, on lisait « Pour vos poules, contre les parasites, les coliques, les becs irrités, les pattes estropiées, la coquerite aiguë, la mauvaise ponte, la couvée difficile ou la perte de plumes. Posologie, une cuillerée par seau de graines. » Ça alors, la vieille perruche ne perdra plus ses plumes. La seconde bouteille contenait 500 dragées violettes. Remède de cheval contre les langues blanches. Le cheval doit sucer une dragée 2 fois par jour. Grand-mère n'a pas la langue blanche, mais elle a une langue de vipère. Ça la guérira sans doute. Au chaudron, les 500 dragées. La troisième bouteille contenait un liquide épais et jaunâtre. Pour vaches, bœufs et taureaux. Contre la variole, la gale, les cornes recroquevillées, les naseaux écumants, les maux d'oreilles, de dents, de tête, de sabots, de queue et de pie. La vieille vache renfrognée souffre avec tous ses maux. Et le médicament qu'il lui faut. Le liquide glouta et gargouilla dans le chaudron. La quatrième bouteille contenait un liquide rouge vif, lotion insecticide pour moutons. Soigne les toisons malades, débarrasse des tiques et des puces. Mélangez une cuillerée dans 5 litres d'eau et en arrosez la toison. Attention, ne pas dépasser la dose prescrite, sinon le mouton se retrouvera tout nu. Sapristi, comme j'aimerais verser cette lotion sur la tête de grand-mère et regarder les tiques et les puces s'enfuir. Mais je peux pas, je dois pas, donc elle la boira. Il versa le liquide rouge vif dans le chaudron. La dernière bouteille de l'étagère était remplie de pilules vert pâle. Pour cochons, contre les démangeaisons, les pieds trop sensibles, les queues sans tire-bouchon et autres cochonneries. 1 pilule par jour. Dans les cas graves, on peut en donner 2. Attention, ne jamais dépasser cette dose, sinon le cochon sautera au plafond. Exactement ce qu'il faut pour cette vieille truie. Donnons-lui la dose maxi. Il jeta les pilules vertes par centaines dans le chaudron. Sur le banc, il y avait un bout de bois qui servait à mélanger les peintures. Georges le prit pour remuer sa potion magique. Elle était épaisse comme de la crème. Et au fur et à mesure qu'il agitait, de magnifiques couleurs apparaissaient à la surface et se mêlaient. Des roses, des bleus, des verts, des jaunes et des bruns. Georges remua longtemps pour tout mélanger. Mais il restait encore au fond du chaudron des centaines de pilules qui n'avaient pas fondu. En outre, surnageait la belle houppette à poudre de sa mère. Un gros bouillon et tout sera dissous. Sur ces mots, il reprit le chemin de la maison en titubant sous le poids de l'énorme chaudron. Il passa devant la porte du garage et entra pour voir s'il trouvait d'autres ingrédients intéressants. Voici ce qu'il ajouta. 1/4 de litre d'huile pour machine, pour huiler le moteur de grand-mât. Un peu d'antigel, pour que son radiateur ne gèle pas en hiver, et une poignée de graisse pour graisser ses vieux rouages. Enfin, il retourna dans la cuisine. Dans la cuisine, Georges posa le chaudron sur le fourneau et alluma le gaz à feu vif. Georges, c'est l'heure de prendre ma potion. Pas encore, grand-mère. Il n'est que 11h moins 20. Mais qu'est-ce que tu mijotes? J'entends des bruits. Georges estima qu'il valait mieux ne pas répondre. Il trouva une longue cuillère en bois dans un tiroir et se mit à tourner vivement la potion. Cela commençait à chauffer. Bientôt, la potion magique se mit à mousser et à écumer. Une épaisse fumée bleue, couleur plume de paon, s'éleva. Et une odeur épouvantable envahit la cuisine. Georges étouffait, suffoquait et toussait. Jamais il n'avait senti une odeur aussi brutale et fatale, aussi poivrée et fumée, aussi tenace et pugnace, sorcière et mégère à la fois. Dès qu'il en respirait une bouffée, des feux d'artifice éclataient dans sa tête et des frissons électriques couraient le long de ses jambes. Quelle merveille de remuer cette fantastique potion et de la voir bouillonner, mousser, écumer et fumer comme si elle était vivante. À un moment, Georges vit même surgir des étincelles dans un tourbillon de fumée. Il aurait pu le jurer.
Et soudain, Georges dansa près du chaudron qui bouillait à gros bouillon et se mit à chanter cette étrange chanson qui lui passa par la tête. Hurrah, comme à la sorcière, vive la chaudière. Hurrah, comme à la potion, vive le chaudron. Pétille, clapote de barbouille, cible, crachette de gargouille. Faites des prières, grand-mère. Georges arrêta le gaz sous le chaudron. Il fallait laisser refroidir la potion un bon moment. Quand la fumée et l'écume se calmèrent, il jeta un coup d'œil dans le chaudron pour voir la couleur de sa potion. Oh, elle était bleu vif. Ajoutons du marron. Si ma potion n'est pas brunâtre, grand-mère aura des soupçons. Georges se précipita dans l'atelier où son père rangeait les peintures. Sur les étagères, il y avait des pots de toutes les couleurs, noir, vert, rose, rouge, blanc et marron. Il s'empara du pot marron. Peinture marron chocolat, 1 litre. Il enleva le couvercle à l'aide d'un tournevis. Le pot était plein aux 3/4. Il revint en courant dans la cuisine et versa la peinture dans le chaudron. Maintenant, il était rempli à ras-bord. Très doucement, Georges mélangea la peinture à la potion avec la longue cuillère de bois. Elle devenait marron, un magnifique marron foncé. Et alors, ma potion? Tu m'as oublié? Tu l'as fait exprès? Je le dirai à ta mère. Je t'ai pas oublié, grand-mère. J'ai pensé à toi tout le temps. Mais il reste encore 10 minutes. Méchant asticot. Vermisseau fainéant et désobéissant, tu grandis trop vite. Georges prit le vrai flacon de potion sur le buffet, il le déboucha et vida le contenu dans l'évier. Puis il plongea un cruchon dans le chaudron et s'en servit pour remplir le flacon de potion magique. Il remit le bouchon. Était-elle suffisamment froide? Pas tout à fait. Il plaça le flacon sous le robinet d'eau froide pendant 2 minutes. L'étiquette se détacha, mais aucune importance. Il sécha le flacon avec un torchon. Maintenant, tout était prêt. Oui, prêt. Le grand moment était arrivé. C'est l'heure de prendre ta potion, grand-mère. Enfin, il me semblait bien. La cuillère en argent qu'on utilisait pour la potion de grand-mât était posée sur le buffet. Il s'en saisit. Et c'est la cuillère d'une main et le flacon de l'autre qu'il entra dans la salle de séjour. Grand-mât était recroquevillé dans son fauteuil près de la fenêtre. Ses petits yeux méchants scrutèrent Georges quand il traversa la pièce. Tu es en retard. Pas du tout, grand-mère. Ne me coupe pas au milieu d'une phrase. Mais tu avais fini ta phrase, grand-mère. Tu recommences. Quel exaspérant petit garnement. Toujours en train de m'interrompre et de chercher midi à 14h. Quelle heure est-il, au fait? Il est exactement 11h, grand-mère. Tu mens, comme d'habitude. Arrête de jacasser et donne-moi mon médicament. Agite le flacon d'abord. Puis verse la potion dans la cuillère. Une pleine cuillerée. Fais bien attention. Va-t-il avaler d'un seul coup ou à petits coups? Ça ne te regarde pas. Remplis la cuillère. Il déboucha le flacon et versa lentement l'épais liquide dans la cuillère. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser aux incroyables et merveilleux ingrédients de la potion magique. La mousse à raser, la crème dépilatoire, la lotion antipelliculaire, le détergent pour machine à laver automatique, la poudre insecticide pour chien, le cirage, le poivre noir, la sauce au réfort et le reste, sans oublier les pilules, les liquides et les poudres pour animaux, ni la peinture marron. Ouvre grand la bouche, grand-mère. J'y verserai la potion. La vieille sorcière ouvrit sa petite bouche ridée en découvrant ses dents jaunâtres et dégoûtantes. Allons-y, avale vite. Il introduisit la cuillère dans la bouche de grand-mât et fit couler la potion. Puis il recula d'un pas pour regarder le résultat. Quel spectacle! Et hop! Son corps bondit en l'air comme si son fauteuil avait été une chaise électrique. Oui, elle bondit comme un diable de sa boîte et elle ne retombait pas. Elle restait là, suspendue entre ciel et terre, à environ 1 demi-mètre au-dessus du fauteuil, toujours assise, raide, glacée, tremblante, les yeux exorbités, les cheveux dressés sur la tête. Tu ne
Suspendue entre le sol et le plafond, la vieille femme n'arrivait pas à articuler un mot. Le choc devait être terrible. On aurait dit qu'elle avait avalé un tisonnier brûlant. Puis, ploup, elle retomba sur son siège. Appelle les pompiers! J'ai l'estomac enflé! Ce n'est que le médicament, grand-mère. C'est un bon remontant. Au frère! Il y a le feu dans ma cave! Un seau d'eau! Une lance incendie! Vite, dépêche-toi! Calme-toi, grand-mère. Mais il fut un peu impressionné quand il vit qu'elle crachait de la fumée par la bouche et par les narines. Oui, d'épais nuages de fumée noire sortaient de son nez et se répandaient dans la pièce. Diable! Tu flambes? Bien sûr que je flambe! Je flambe comme une crêpe au rhum! Je fris comme un lardon! Je boue comme un bouillon! Georges courut dans la cuisine chercher une cruche d'eau. Ouvre la bouche, grand-mère! À travers la fumée, il ne voyait pas bien la bouche de la grand-mère, mais il réussit à vider le quart de la cruche dans le gosier de grand-mât. L'estomac de la vieille femme grésilla comme lorsqu'on fait couler de l'eau froide dans une poêle brûlante. La sorcière hennit et piaffa comme un cheval. Elle haleta, gloussa et cracha des trombes d'eau. Puis, la fumée disparut. Je m'appelle l'incendie. Tu vas très bien maintenant, hein, grand-mère? Très bien. Qu'est-ce qui va très bien? J'ai de la dynamite dans le bide, une grenade dans la bedaine, une bombe dans les boyaux. Elle bondissait sur son fauteuil. Visiblement, elle n'était pas très à l'aise. Cette potion te fera beaucoup de bien, tu verras, grand-mère. Du bien, du bien. Mais il est en train de me tuer. Puis son ventre commença à ballonner. Elle gonflait. Elle gonflait de partout comme un ballon. Allait-elle exploser? Son visage violacé devenait verdâtre. Mais attendez, elle eut une crevaison. Georges entendit le sifflement d'une fuite. Lentement, elle se dégonflait. Elle rapetissait, reprenant peu à peu son vieil aspect ratatiné. Tout va bien, grand-mère? Elle ne répondit pas. Advint alors une chose amusante. Grand-mât se tortilla, puis se dégagea d'un coup sec de son fauteuil et atterrit des deux pieds sur le tapis. Extraordinaire, grand-mère! Ça fait des années que tu n'as pas été debout. Regarde, tu tiens sur tes jambes, sans calme. Grand-mât ne l'entendait même pas. Elle était à nouveau figée, les yeux exorbités. Loin, très loin dans un autre monde. Fantastique potion! Qu'arrivera-t-il maintenant à cette vieille sorcière? Il obtint vite une réponse. Soudain, elle se mit à grandir. Très lentement au début, quelques millimètres, quelques centimètres, puis de plus en plus vite, quelques décimètres, à la vitesse de 3 centimètres à la seconde. Au début, Georges n'y prêta pas attention, mais quand elle eut dépassé 1,70 m, quand elle eut atteint 1,80 m, Georges sursauta en s'écriant Hé! Grand-mère! Tu grandis! Tu grandis! Attention, grand-mère! Attention au plafond! Mais grand-mât ne s'arrêtait pas. C'était vraiment un spectacle fantastique de voir cet ancêtre décharné devenir de plus en plus grande, de plus en plus longue et fine, comme un élastique étiré par des mains invisibles. Quand sa tête atteignit le plafond, Georges pensa qu'elle serait obligée de s'arrêter. Mais non, il y eut un crissement et des morceaux de plâtre et de ciment tombèrent par terre. Arrête-toi de grandir, grand-mère! Papa vient juste de repeindre cette pièce! Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Bientôt, sa tête et ses épaules disparurent complètement à travers le plafond. Et elle grandissait toujours. Georges monta vite dans sa chambre. La tête de grand-mât surgissait du parquet comme un champignon. Youpi! Alléluia! Me voilà! Tout doux, grand-mère! Déni, petit! Moi, je grandis! Mais c'est ma chambre! Regarde plutôt le gâchis! Quelle merveilleuse potion! Donne-moi un peu plus! Elle radote comme un rat d'hôtel. Ah non, mon garçon, un peu plus de potion, une autre cuillerée. Je sens que je m'arrête en pleine croissance. Georges tenait toujours le flacon et la cuillère. Eh bien, pourquoi pas? Il versa une seconde dose de potion et la donna à grand-mât. Et elle grandit de plus belle. Ses pieds étaient toujours sur le parquet du rez-de-chaussée, mais sa tête se dirigeait rapidement vers le plafond de la chambre. Je suis en bonne voie, mon garçon.
méchant. Admire un peu. Il y a le grenier au-dessus, grand-mère. C'est plein de fantômes et de gnomes. Crac! La tête de la vieille traversa le plafond comme si c'était du beurre. Georges regarda la pagaille dans sa chambre. Il y avait un grand trou dans le sol et un autre au plafond. Et entre les deux, droit comme un poteau, le tronc de grand-mât. Ses pieds étaient au rez-de-chaussée et sa tête au grenier. Je continue. Donne-moi une troisième dose, mon garçon. Il faut que je perce le toit. Non, grand-mère, non. Tu casses la baraque. Oh diable, la baraque! J'ai envie de respirer un peu d'air pur. Ça fait 20 ans que je ne suis pas sortie. Fichtre, elle va percer le toit. Il redescendit les escaliers et se précipita dans la cour de la ferme. Si grand-mât défonçait la toiture, ce serait abominable. Son père serait furieux. Et lui, Georges, serait puni. C'était lui qui avait fabriqué la potion. C'était lui qui avait donné les 2 cuillerées. Ne défonce pas le toit, grand-mère. S'il te plaît, surtout ne fais pas ça. Dans la cour, Georges observait le toit de la ferme. Un joli toit de tuiles roses avec de hautes cheminées. On ne voyait pas la tête de grand-mât. Seule une grive chantait perchée sur l'une des cheminées. La vieille plante est restée coincée dans le grenier. Dieu soit loué. Soudain, une tuile se détacha du toit et dégringola dans la cour. La grive s'envola aussitôt. Puis, une autre tuile tomba, suivie d'une demi-douzaine. Et alors, très lentement, comme une créature monstrueuse sortant d'un gouffre, la tête de grand-mât surgit du toit. Puis un coup décharné, et ses épaules. Diable, j'ai réussi. J'ai défoncé le toit. Tu ne crois pas que tu devrais arrêter maintenant, grand-mère? Ça y est, j'arrête. Ne me sens en pleine forme. Je t'avais bien averti que j'avais des pouvoirs magiques. Je t'avais bien dit que j'étais sorcière jusqu'au bout des ongles. Mais tu ne voulais pas me croire, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas écouter ta vieille grand-mère. Ce n'est pas toi qui as fait ça, grand-mère. C'est moi. J'ai fabriqué une potion magique. Une potion magique. Toi, belle hiverne. Oui, c'est moi. C'est moi. Tu mens, comme d'habitude. Tu racontes toujours des bobards. Je mens pas, grand-mère. Je te le jure. Là-haut, au-dessus du toit, le visage rivé de grand-mât se tourna vers Georges d'un air méfiant. Tu veux vraiment dire que tu as fabriqué une potion magique tout seul? Oui, grand-mère. Tout seul. Je n'en crois rien. En tout cas, je me sens très bien là-haut. Apporte-moi une tasse de thé. Une poule brune picorait dans la cour près de Georges. Cela lui donna une bonne idée. Vite, il déboucha le flacon et versa une dose de potion dans la cuillère. Regarde-moi ça, grand-mère. Il s'accroupit et tendit la cuillère vers la poule. Viens picorer ici. Les poules sont des volatiles gloutons et stupides. Elles croient que tout est bon à manger et celle-ci s'imaginait que la cuillère était pleine de graines. Elle sautilla vers Georges, pencha sa tête de côté et fixa la cuillère. Allons, petite poule. La poule brune tendit le cou et becqueta la potion. Une pleine béquille de potion. L'effet fut électrique. Cacta la poule en bondissant droit dans le ciel comme une fusée. La poule atteignit la hauteur du toit, puis s'écroula dans la cour. Elle restait assise sur le croupion, toute plume hérissée, hébétée, ridicule. Georges continuait à l'observer, et grand-mât aussi depuis le toit. La poule se remit sur ses pattes. Elle tremblait et gloussaillait d'une drôle de façon. Elle ouvrait, fermait le bec sans raison. Elle semblait vraiment mal en point. Regarde ce que tu as fait, imbécile! La poule est en train de mourir. Tu vas entendre ton père. Il va te flanquer une bonne raclée. Et tu n'auras pas volé. Tout à coup, un nuage de fumée noire s'échappa du bec de la poule. Exemple! La poule est en feu!
Georges courut remplir un seau d'eau à l'abreuvoir. La poule est rôtie. Le dîner est servi. Georges jeta l'eau du seau sur la poule. Il y eut un grésillement et la fumée disparut. Elle a pondu son dernier œuf. Les poules rôties ne pondent plus que des œufs durs. Le feu éteint, la poule paraissait en meilleure forme. Ses pattes ne flageolaient plus. Elle agitait même ses ailes. Puis, elle s'accroupit comme pour le départ d'un 100 mètres. Mais elle sauta en hauteur et fit un saut périlleux et retomba allègrement sur ses pattes. C'est une poule de cirque. Un volatile acrobate. Et maintenant, la poule grandissait. Enfin, c'était ce qu'attendait Georges. Elle grandit. Elle grandit, grand-mère. Regarde. Elle grandit. De plus en plus grande, de plus en plus haute, elle fut bientôt 4 ou 5 fois plus grande qu'au début. Tu vois, grand-mère? Bien sûr, je vois. Je ne vois que ça. Georges, tout excité, sautillait d'un pied sur l'autre en montrant l'énorme poule. Elle a bu ma potion magique, grand-mère, et elle a grandi comme toi. Mais il y avait une différence. Grand-ma avait grandi en s'étirant comme un élastique, pas la poule, qui était restée joliment dodue. Bientôt, elle fut plus grande que Georges. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit la taille d'un cheval. N'est-ce pas fantastique, grand-mère? Elle n'est pas aussi grande que moi. Par rapport à moi, la poule est poulette. Moi, je suis la plus grande. À ce moment-là, la mère de Georges revint du village où elle avait fait des courses. Elle gara la voiture dans la cour, puis sortit en tenant un sac de provisions et une bouteille de lait. La première chose qu'elle vit fut la poule brune, gigantesque à côté du petit Georges. Elle lâcha la bouteille de lait. Puis elle entendit crier sur le toit. Elle leva les yeux, vit que la tête de grand-mât avait défoncé les tuiles et lâcha son sac à provisions. Alors, Marie, qu'est-ce que tu en penses? Je parie que tu n'as jamais vu de poule aussi énorme. C'est la poule géante de Georges. Mais... Bredouilla la mère de Georges. C'est la potion magique de Georges. Nous en avons bu une ration, la poule et moi. Mais comment diable as-tu fait pour monter sur le toit? Je ne suis pas montée sur le toit. J'ai les pieds sur le parquet de la salle de séjour. C'en était trop pour la mère de Georges. Elle resta bouche bée, les yeux en boule de loto, comme si elle allait s'évanouir. Un instant plus tard, surgit le père de Georges. Il s'appelait le père Gros Bouillon. Monsieur Bouillon était un petit homme à grosse tête et aux jambes arquées. C'était un bon père, mais il était difficile à vivre. Dès qu'il l'aperçut, Monsieur Bouillon entra en ébullition. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-il arrivé? D'où vient cette poule géante? Qui a fait ça? C'est moi. Regarde-moi. Ne t'occupe pas de la poule. Ce n'est qu'une poulette à côté de moi. Monsieur Bouillon regarda le toit et aperçut grand-mât. Tais-toi, grand-mât! Il ne s'étonna pas que la vieille ait défoncé le toit. La poule seule l'excitait. Il n'avait jamais vu un tel spectacle. Mettez-vous à sa place. Fantastique! Colossal! Gigantesque! Énormissime! Miraculeux! Comment as-tu fait ça, Georges? Georges raconta toute l'histoire à son père. Pendant ce temps, la grosse poule brune s'assit au milieu de la cour et commença à caqueter et à glousser. Tous les quatre s'arrêtèrent pour la regarder. Quand elle se releva, elle avait pondu un gros œuf brun de la dimension d'un ballon de rugby. Avec cet œuf, on pourrait faire des œufs brouillés pour une vingtaine d'invités. Georges, combien de litres de cette potion magique as-tu préparé? Des tas. Un gros chaudron dans la cuisine. Et ce flacon qui est presque plein. Viens avec moi. Apporte ta potion. Depuis des années que je m'échine à engraisser les animaux. De gros bœufs pour des steaks, de gros cochons pour des jambons, de gros moutons pour des gigots. Ils allèrent d'abord à la porcherie. Georges donna une cuillerée au cochon. Le groin du cochon cracha de la fumée. Il se mit à cabrioler, puis à grandir. Puis ils se dirigèrent vers l'enclos des bœufs noirs que M. Bouillon engraissait pour les vendre au marché. Georges leur donna une dose de la potion. Ensuite,
Ce fut le tour des moutons. Georges donna une ration de potions à son poney gris, Vive le vent. Et enfin, juste pour s'amuser, il en donna à Alma, la chèvre. Au sommet du toit, Grand-mât assistait à tout ce qui se passait et la tournure que prenaient les événements ne lui plaisait guère. Elle voulait être le centre d'attraction, mais personne ne s'intéressait à elle. Georges et M. Bouillon couraient par-ci par-là, excités par les animaux gigantesques. Madame Bouillon faisait la vaisselle dans la cuisine et Grand-mât restait planté là, la tête dépassant du toit. Hé, Georges! Apporte-moi une tasse de thé! Immédiatement! Petit paresseux! N'écoute pas cette vieille chèvre, elle est coincée, tant mieux. Mais on peut pas la laisser tomber, papa. Et s'il pleut? Georges! Sale gosse! Sale vermisseau! Donne-moi tout de suite une tasse de thé! Et une tranche de gâteau aux groseilles. Il faut la tirer de là, papa. Sinon, elle nous embêtera sans arrêt. Madame Bouillon surgit dans la cour. Georges a raison, après tout. C'est ma mère. C'est une enquiquineuse. Qu'importe. Je ne vais pas laisser ma mère coincée là-haut pour le restant de ses jours. Finalement, Monsieur Bouillon téléphona à une société de dépannage. Envoyez-moi aussitôt votre plus grande grue. Le camion grue n'arriva qu'une heure plus tard avec un chauffeur et un grutier. Le grutier grimpa sur le toit et attacha des cordes au bras de Grand-mât. Puis il la hissa à travers le toit. D'une certaine façon, la potion avait amélioré Grand-mât. Elle n'avait pas perdu son mauvais caractère, elle n'était pas moins renfrognée, mais elle semblait guérie de toutes ses maladies. Elle était aussi fringante qu'un coursier. Dès que la grue l'eut ramenée à terre, elle se précipita sur le gigantesque poney Vive le vent et l'enfourcha. La vieille sorcière, haute comme la maison, galopait sur le coursier géant qui bondissait au-dessus des arbres et des hangars. Branle bas! Là où je passe, l'herbe trépasse. Hors de mon chemin, misérable crapoussin. Sinon, je vous écrabouille. Comme Grand-mât était beaucoup trop grande pour rentrer dans sa chambre, elle dut passer la nuit dans la grange, au milieu des souris et des rats. Le lendemain, le père Gros Bouillon descendit prendre son petit déjeuner, plus bouillonnant que jamais. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je ne pensais qu'à ça. À quoi? Oh, cette potion magique, bien sûr. Oh, il ne faut pas s'arrêter là, fiston. Nous devons en fabriquer davantage, des litres et des litres. Georges avait tellement donné de potions aux moutons, aux cochons, aux vaches et aux bœufs que l'énorme chaudron était complètement vide. Pourquoi davantage, papa? Tous nos animaux sont devenus gigantesques. Grand-mât est aussi fringante qu'un coursier. Si bien qu'elle a dormi dans le foin. Cher fiston, il nous en faut des tonneaux et des tonneaux, des tonnes et des tonnes. Nous en vendrons aux agriculteurs du monde entier afin qu'ils élèvent des animaux géants. Nous allons créer une usine de potions magiques et nous vendrons chaque bouteille 50 francs. Nous deviendrons riches et toi, tu seras célèbre. Attends, papa! Il n'y a pas une seconde à perdre. Monsieur Bouillon était si déchaîné qu'il mettait le beurre dans son café et le lait sur ses tartines. Tu ne comprends pas que ton invention géniale va faire le tour du monde. Plus personne ne mourra de faim. Pourquoi? Parce qu'une vache géante donnera 50 seaux de lait par jour. Parce qu'un poulet géant donnera une centaine de repas et un cochon 1000 côtelettes. Génial, fiston, fantastique. Cela va changer le monde. Mais attends, papa! Attendre, mais arrête de radoter. Il n'y a pas une seconde à perdre, il faut se grouiller. Calme-toi, mon chéri. Et arrête de tartiner de confiture les cornflakes. Oh, diable, les cornflakes. Allons-y, Georges, allons-y, fiston. D'abord, préparons un plein chaudron pour faire un essai. Mais, papa, l'ennui... Il n'y aura aucun ennui, fiston. C'est impossible. Il suffit de mettre les mêmes ingrédients. Au fur et à mesure que tu les mettras dans le chaudron, je les noterai sur une feuille. C'est ainsi que nous aurons la recette magique. Mais papa, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-le. Notre fils veut te dire quelque chose d'important. Mais le père Gros Bouillon était trop excité pour écouter les autres. Et ensuite, quand le mélange sera prêt, nous le testerons sur une vieille poule, juste pour savoir si tout va bien. Hurrah! Oh, ça marchera. Et nous construirons une usine géante. Mais papa! Et alors, que veux-tu ajouter? Je pourrais
jamais me rappeler la centaine d'ingrédients que j'ai jetés dans le chaudron pour fabriquer ma potion. Mais si, cher fiston, je t'aiderai, je te rafraîchirai la mémoire, hein, et tu la retrouveras. Va, alors, quel est le premier ingrédient que tu as mis dans le chaudron? D'abord, je suis montée dans la salle de bain. J'ai utilisé des tas de trucs. Puis, je suis allée fouiner dans la coiffeuse de maman. Allons-y donc, montons dans la salle de bain. Une fois là-haut, ils trouvèrent bien sûr des tas de tubes, de bombes et de flacons vides. Magnifique. Voilà ce que tu as utilisé. Nous sommes sur la bonne piste. Il suffit de noter tout ce qui est vide. Monsieur Bouillon se mit à noter la liste des flacons, des bombes et des tubes de la salle de bain, puis celle des produits sur la coiffeuse. De la poudre peau rose, de la laque, du parfum à fleurs de navet, terrible, c'est facile. Et ensuite, où es-tu allé? À la buanderie. Mais, es-tu sûr que tu n'as rien oublié, papa? Si tu n'as rien oublié, moi non plus. Je l'espère. Ils descendirent à la buanderie et Monsieur Bouillon nota le nom de tous les paquets et de toutes les boîtes vides. 20 Dieu, tu en as mis des trucs, pas étonnant qu'elle soit magique ta potion. Est-ce tout? Non, papa, non, ce n'est pas tout. Georges conduisit son père dans le hangar où il rangeait les médicaments pour les animaux. Il lui montra les 5 bouteilles vides sur l'étagère. Monsieur Bouillon en prit bonne note. Et quoi d'autre? Le petit Georges se creusa la cervelle. Il avait beau réfléchir, il ne se rappelait plus ce qu'il avait ajouté d'autre. Le père Gros Bouillon sauta dans son auto et courut acheter de nouvelles bombes, de nouveaux tubes, de nouveaux flacons, de nouveaux paquets, de nouvelles boîtes. Puis il se rendit chez le vétérinaire et acheta les médicaments pour animaux. Maintenant, montre-moi comment tu as fait, Georges. Montre-moi exactement comment tu les as mélangés. Georges et son père étaient dans la cuisine et le chaudron trônait sur le fourneau. Monsieur Bouillon avait rangé tous les produits qu'il avait achetés près de l'évier. Allons, fiston, quel est le premier ingrédient que tu as mis dans le chaudron? Celui-ci, le shampoing pour cheveux gras. Ensuite, le dentifrice, puis la mousse à raser, et puis la crème de jour, et puis le vernis à ongles. Continue, fiston, vas-y, ne t'arrête pas. N'hésite pas, quel plaisir de te voir à l'ouvrage, fiston. Georges vida les flacons, les paquets, les boîtes. Il vaporisa les bombes. Comme tout était à portée de main, il acheva la besogne en moins de 10 minutes. Mais à la fin, le chaudron lui sembla moins plein que la première fois. Et après, qu'as-tu fait? As-tu remué? J'ai porté un gros bouillon, pas longtemps, mais en remuant bien. Le père Bouillon alluma le gaz sous le chaudron et Georges remua le mélange avec la longue cuillère de bois qu'il avait déjà utilisée. La potion n'est pas assez brune. Attends, je sais ce que j'ai oublié. Quoi? Vite, dis-moi quoi? Si nous avons oublié le moindre ingrédient, la potion ne marchera pas. En tout cas, pas de la même façon. J'ai besoin de peinture marron. Voilà ce que j'ai oublié. Le père Gros Bouillon se précipita dans la cour, fonça vers sa voiture, courut au village, acheter la peinture et revint immédiatement à la maison. Il ouvrit le pot, le tendit à son fils, et Georges vida la peinture dans le chaudron. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça se rapproche de la bonne couleur. Elle bouillonne la potion. Est-ce que c'est prêt? Elle est prête. Du moins, je l'espère. Bon, faisons un essai. Donnons-en à un poulet. Ciel, calme-toi. Me calmer? Tu veux que je sois calme alors que nous venons de préparer le plus grand médicament de toute l'histoire de l'humanité? Viens donc, Georges, remplis une tasse de potion et donne une cuillerée à un poulet. Il faut être absolument sûr que nous ne nous sommes pas trompés. Dans la cour, il y avait quelques poulets qui n'avaient pas eu droit à la potion magique numéro 1. Ils picoraient dans la saleté comme le font ces imbéciles de poulets. Georges s'accroupit, entendant sa cuillère remplie de la nouvelle potion. Un poulet blanc tacheté de noir leva son œil sur Georges. Il s'avança vers la cuillère et commença à picorer. L'effet de la potion numéro 2 se révéla fort différent, mais il ne manquait pas d'intérêt. Cacta le poulet et il bondit à 2 mètres du sol puis retomba sur ses pattes. Son bec cracha des étincelles comme si quelqu'un affûtait un couteau dans son ventre. Son corps ne changeait pas, mais ses 2 pattes jaunes s'allongeaient. Mais que lui arrive-t-il? Ça ne marche pas.
Plus les pattes s'allongeaient, plus le poulet s'élevait. Quand les pattes atteignirent la hauteur de 5 mètres, elles arrêtèrent de grandir. Le poulet avait l'air particulièrement ridicule avec ses longues pattes et son petit corps perché là-haut. On aurait dit qu'il était monté sur des échasses. « 20 Dieu! Nous nous sommes trompés! Ce poulet ne sert à rien, il est tout en pâte! Personne ne mange des pattes de poulet! » J'ai sans doute oublié un ingrédient. Je le vois bien! Ah, réfléchis, fiston, réfléchis! Qu'as-tu oublié? Ça y est, j'ai trouvé. Vite, qu'est-ce que c'est? La poudre à insecticide pour chien. Tu es sûr que tu en as ajouté la première fois? Oui, papa, je suis sûre, un plein paquet. Voilà qui résout le problème! Avais-tu marqué du cirage brun dans ta liste? Non. J'en ai utilisé. Eh bien, pas étonnant que ta potion n'agisse pas. Déjà, il courait vers la voiture et fonçait vers le village pour acheter l'insecticide et le cirage. Ça y est, un paquet de poudre insecticide pour chien et une boîte de cirage brun foncé. Georges vida entièrement le paquet et la boîte dans le chaudron. Il faut bien mélanger, Georges, et porter à ébullition. Ça va marcher cette fois, je parie que ça marchera. Après mélange et gros bouillon, Georges remplit la tasse de la potion magique numéro 3, puis sortit dans la cour pour tester le produit sur un autre poulet. Monsieur Bouillon courait derrière lui, tout excité, en agitant les bras et en sautillant. « Viens regarder, viens voir comment on transforme une poule ordinaire en une merveilleuse poule gigantesque qui pondra des œufs gros comme des ballons de rugby. » J'espère que ce sera mieux que la dernière fois. Viens goûter cette bonne potion. Un jeune coq noir magnifique à la crête écarlate s'arrêta près de Georges. Il regarda la cuillère, puis se mit à picorer. Coqréca le coq en bondissant dans le ciel, puis en retombant sur ses pattes. Regardez bien maintenant, il va bientôt devenir un géant. Tous les trois fixaient attentivement le jeune coq noir. Ce dernier ne bougeait pas. Il semblait simplement avoir la migraine. Vous avez vu son cou? Pour s'allonger, il s'allonge. Monsieur Bouillon, lui, pour une fois, ne disait rien. La dernière fois, c'était les pattes. Cette fois, c'est le cou. Mais qui achèterait un poulet tout en cou? On ne se nourrit pas de cou de poulet. Le spectacle était extraordinaire. Le corps du jeune coq ne s'était pas du tout remplumé, mais son cou mesurait déjà 2 mètres. Eh bien, Georges, qu'as-tu oublié d'autre? Je sais pas. Si tu le sais. Réfléchis, fiston. Tu as sans doute oublié l'ingrédient le plus important. J'avais pris de l'huile au garage. Est-ce que tu l'as noté sur ta liste? Eureka! Voilà la solution. Combien en as-tu mis? Un quart de litre. Monsieur Bouillon se précipita vers le garage. Et un peu d'antigène. De retour dans la cuisine, Monsieur Bouillon, très inquiet, regarda son fils vider le quart d'huile et un peu d'antigel dans l'énorme chaudron. « Il faut remuer, bouillir et remuer !» Georges obéit. Tu n'y arriveras pas, Georges. Tu as mis les mêmes ingrédients que la première fois, mais peut-être pas dans les mêmes proportions. Et comment y arriver? Ne t'occupe pas de ça, ça marchera cette fois, tu verras. Après quelques gros bouillons, la potion magique numéro 4 était prête. Georges en remplit une pleine tasse et courut dans la cour, suivi par son père, puis par sa mère qui disait « Si tu continues ainsi, Georges, nous allons avoir un cirque au lieu d'une basse-cour. » Mais dépêche-toi, Georges, une dose pour cette poule brune. Georges s'agenouilla et tendit une cuillerée de sa nouvelle potion. Poté, goûte un peu. La poule brune s'approcha, regarda la cuillère et picora. Cacta-t-elle. Puis son bec se mit à siffler d'une drôle de façon. « Regardez, elle grandit !» Tu es trop sûr de toi. Pourquoi siffle-t-elle ainsi? Tais-toi, attends un peu. Tous les trois observèrent attentivement la poule brune. Elle rapetisse. Regarde, papa. Elle se ratatine. En effet, en moins d'1 minute, la poule s'était tellement ratatinée qu'elle était devenue à peine plus grosse qu'un poussin. Elle était ridicule. Tu as encore oublié quelque chose? Je ne vois pas.
Abandonne, mon fils. Arrête, tu n'y arriveras jamais. Monsieur Bouillon était complètement déconfit. Georges, lui, en avait assez. Il était toujours agenouillé avec sa cuillère d'une main et sa tasse de l'autre. La ridicule et minuscule poule brune s'éloignait lentement. À ce moment-là, Grand-Ma traversa la cour à grands pas. De toute sa hauteur, elle lança un regard furibond aux 3 petits êtres au-dessous d'elle. Que se passe-t-il? Pourquoi ne m'a-t-on pas apporté mon petit déjeuner? C'est déjà malheureux de dormir dans une grange au milieu de rats et de souris. Et en plus, si je dois mourir de faim, que le diable m'emporte. Pas de thé, pas d'œufs, pas de bacon, pas de tartines beurrées. Je suis désolée, mère. Nous avons été très occupés. Je vais te préparer ton petit déjeuner. Non! C'est le travail de Georges. C'est un vrai petit paresseux. À l'instant même, la vieille femme aperçut la tasse que tenait Georges. Elle se courba et y jeta un coup d'œil. Elle vit que la tasse était pleine d'un liquide brun qui ressemblait à du thé. Oh, oh, ah, ah, ah. Voilà à quoi tu joues. Tu ne t'intéresses qu'à toi. Toi, tu es sûr d'avoir ton petit déjeuner, mais tu ne penses même pas à ta pauvre vieille grand-mère. Tu n'es qu'un sale petit égoïste. Je le savais bien. Non, grand-mère, ce n'est pas... Pas de bobard, petit. Donne-moi cette tasse immédiatement. Non, non, mère, ne la bois pas. Ce n'est pas pour toi. Toi aussi, tu es contre moi, ma propre fille qui veut m'empêcher de prendre mon petit déjeuner et souhaite que je meure de faim. Monsieur Bouillon leva les yeux vers l'horrible mégère. Bien sûr qu'elle est pour toi, grand-ma. Bois ton thé tant qu'il est bien chaud. Sûr que je vais le boire. Bah, donne, Georges. Non, non, grand-mère, il ne faut pas. Tu ne dois pas goûter ça. Donne-moi cette tasse, diable. Non, c'est la potion de Georges. On dirait que tout appartient à Georges depuis hier. Georges a ceci, Georges a cela. J'en ai ras-le-bol de Georges. Elle arracha la tasse des mains de Georges. Bois, grand-ma. C'est du bon thé, ça. Non, Trop tard. La vieille grande perche avait déjà porté la tasse à ses lèvres et avalé une gorgée. mère, tu viens d'avaler 50 doses de la potion magique numéro 4. Regarde ce qu'une seule dose a fait à cette petite poule brune. Mais grand-ma n'entendait rien. Sa bouche crachait d'épais nuages de vapeur. Puis elle commença à siffler. Ça devient intéressant. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu as réglé son compte à ma mère. Moi, mais je n'ai rien fait. Oh si, tu lui as dit de boire la tasse. Un abominable sifflement retentit au-dessus de leur tête. Grand-ma crachait de la vapeur par la bouche, par le nez et par les oreilles. Elle se sentira mieux quand elle aura craché son venin. Elle va exploser, comme une cocotte minute. Calme-toi. Georges, lui, était affolé. Il se leva et recula de quelques pas. Les jets de vapeur blanche jaillissaient de la tête décharnée de la vieille sorcière et le sifflement strident crevait les tympans. Police secours, pompiers, vite, une lance à incendie. Trop tard. Grand-ma, mère, cours à l'abreuvoir, plonge la tête sous l'eau. Mais le sifflement s'était arrêté. Le jet de vapeur aussi. Alors, grand-ma commença à se ratatiner. Sa tête, qui avait atteint la hauteur du toit de la ferme, descendait. Ah, une bonne leçon pour toi, Georges. Regarde ce qui arrive lorsqu'on prend 50 doses au lieu d'une. Très rapidement, grand-ma reprit sa taille normale. Arrête, mère, c'est bon maintenant. Mais grand-ma ne s'arrêtait pas. Elle devenait de plus en plus petite. Bientôt, elle ne fut pas plus haute qu'une bouteille de limonade. Comment vas-tu, mère? Le minuscule visage de grand-ma gardait toujours son expression de fureur et de méchanceté. Ses yeux, gros comme des trous de serrure, jetaient des éclairs de rage. Comment je me sens? Qu'est-ce que tu imagines? Comment te sentirais-tu à ma place? Il y a une minute, j'étais une magnifique géante, et maintenant, je ne suis plus qu'une misérable naine. Elle continue, elle se ratatine encore. Et diable, c'était la vérité. Quand grand-ma atteignit la hauteur d'une cigarette, Madame Bouillon la prit dans sa main. Que faire pour l'empêcher de rapetisser? Il n'y a rien à faire. Elle a pris 50 doses. Il faut que je fasse quelque chose. Elle est si petite que je ne la vois presque pas. Tire-lui les pieds et la tête. Mais déjà, grand-ma avait la taille d'une épingle. Puis
celle d'une graine de citrouille. Puis... Où est-elle passée? Je l'ai perdue. Elle est partie. Elle a complètement disparu. C'est ce qui arrive aux gens qui ont mauvais caractère et ronchonnent tout le temps. Ah, sacrée potion, Georges. Georges, lui, ne savait pas quoi penser. Pendant quelques minutes, Madame Bouillon se mit à errer dans la cour, le visage défait, en répétant « Mère, où es-tu? Où es-tu passée? Où es-tu allée? Comment te retrouver? » Mais elle se calma vite. À midi, elle répétait « Au fond, c'est peut-être mieux ainsi. Elle nous dérangeait un peu dans la maison. » Tu l'as dit, c'était une enquiquineuse. Georges, lui, se taisait. Il frissonnait encore. Ce matin-là, un événement extraordinaire s'était produit. Pendant quelques brefs instants, Georges avait touché du bout des doigts la frontière d'un monde magique.